Hello les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Aujourd'hui, on reçoit Renaud du groupe M6 en charge de gros sites, notamment qui sont Igral et Radin. Est-ce que tu peux te présenter et nous en dire un petit peu plus? Tout à fait. Bonjour déjà e-commerce nation. Donc je suis Renaud Vaillant. Donc je suis effectivement le directeur de Radin.com, donc un des plus gros sites de couponing sur le marché français aujourd'hui. Et également, nous avons dans le groupe effectivement Igral, qui est une acquisition récente. Ça fait 2 ans que nous avons pris une participation et depuis le 1er janvier, Igral fait à 100% partie du groupe M6. Et donc c'est un nouveau pôle qui se constitue pour permettre aux internautes de faire des économies sur leurs achats principalement en ligne aujourd'hui, avec d'un côté l'activité couponing de Radin.com et de l'autre côté l'activité d'Igral sur du cashback. L'objectif c'était de quoi? C'était de rassembler les équipes, peut-être d'unifier un peu les efforts, pouvoir évoluer davantage? Alors il y avait beaucoup d'enjeux derrière ce rapprochement. C'est vrai qu'on évolue sur le marché du code promo et du cashback sur un marché qui est en perpétuelle ébullition, j'ai envie de dire, et notamment sur un marché qui voit des acteurs mondiaux se créer, se développer à l'échelle européenne, à l'échelle américaine, aussi en Asie et en Asie du Sud-Est en particulier. Et donc c'était aussi une volonté pour nous de réunifier ces deux activités qui étaient très très proches pour être beaucoup plus forts face à cet écosystème concurrentiel et nous aussi pouvoir continuer d'innover. Il y a pas mal de sujets d'innovation sur le métier du cashback et du code promo. On en a fait pas mal déjà en 2018, mais il y a des choses qui arrivent aussi en 2019. Et puis aussi d'aller voir au-delà de nos frontières. On a un premier pied à l'étranger en Allemagne, puisqu'il y a une plateforme Igral qui est présente déjà sur le marché allemand. Mais cet axe de développement à l'international, c'est aussi un vrai axe pour nous dans les années qui viennent. Alors on va revenir là-dessus, sur l'international, parce qu'on sait que moi j'ai passé un peu dans le code promo, donc je sais qu'il y a des particularités sur les marchés, quelle offre à développer ou autre dessus. Si on devait faire déjà le bilan sur cette année 2018, pour vous, est-ce qu'il y avait des tendances, des sujets particuliers, des problématiques par rapport à l'évolution de vos sites? Moi, ce que je constate quand on parle aujourd'hui de code promo et de cashback, c'est une vraie montée en compétence de nos clients e-commerçants. Beaucoup plus d'exigences. D'accord. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et notamment les plus gros e-commerçants qui sont habitués, je parle des directeurs marketing, des responsables acquisition, qui sont habitués à travailler avec des écosystèmes notamment en acquisition, qui sont très technologiques. Effectivement, l'écosystème de Google, l'écosystème de Facebook, l'écosystème Criteo. Et donc cette exigence d'analyse, cette exigence de rentabilité, cette exigence de simplicité aussi, on l'a retrouvée sur nos métiers aussi, avec des e-commerçants qui veulent mieux maîtriser leur campagne de cashback, leur campagne de couponing, en particulier de couponing d'ailleurs. D'accord. Et qui veulent aussi, comme ils le disent souvent, leverager, c'est-à-dire vraiment comment je peux utiliser tout mon écosystème data que j'utilise dans d'autres types de leviers sur ces leviers couponing ou cashback aujourd'hui. Donc ça, on a senti vraiment que ça bougeait depuis 2-3 ans, mais là en 2018, on a senti beaucoup plus fortement, notamment chez les gros e-commerçants, que c'était quelque chose d'important pour eux, de pouvoir mettre plus de données, plus d'analyse et être beaucoup plus fin dans leur stratégie de couponing. Est-ce que la logique RGPD a aussi impacté tout ça Évidemment, on a bien vu que chez les e-commerçants, ça a pris beaucoup de temps en 2018 de se mettre en conformité avec le RGPD. Donc c'est vrai que ça a pu aussi ralentir certains sujets, mais ça a aussi fait monter en maturité sur les sujets data, parce que dans les directions e-commerce, on a dit le RGPD ça devient prio souvent 1 pendant un certain temps. Donc tous les acteurs qui font un site e-commerce aujourd'hui ont dû un peu monter en maturité sur ces sujets, s'emparer du sujet, et donc aussi revoir parfois des pratiques, notamment dans les directions e-commerce, leurs pratiques data, vérifier que ce qu'ils faisaient était vraiment en conformité, et aussi d'évincer
alors pas forcément sur l'écosystème code promo cashback, mais évincer des partenaires et qui pouvaient travailler en emailing ou sur d'autres leviers d'acquisition qui n'étaient pas forcément très quali. Ouais. Et donc effectivement aussi d'avoir recentré le nombre de partenaires et de prestataires à un périmètre un peu plus réduit, ce qui a aussi permis, je pense, d'intensifier un peu les relations, ce que je parlais tout à l'heure, avec les partenaires qui étaient toujours, on va dire, compliant GDPR. En termes de stats, est-ce que la conversion de ce processus d'affiliation a été impactée par rapport à la RGPD ? Alors oui, on voit quand même entre la RGPD et puis aussi tout ce qui est les évolutions des tracking, on voit ce qui se passe dans Safari et il y a d'autres évolutions de tracking, effectivement qu'on peut avoir des impacts de conversion dans notre métier puisque l'affiliation aujourd'hui, les mécanismes de tracking reposent fortement sur le cookie, même s'il y a des innovations sûrement importantes qui vont arriver sur ce marché aussi, mais on voit un impact sur la conversion, c'est sûr et certain. On a des trackings qui sautent, on a des cookies qui sont plus déposés, donc effectivement ça pose un problème pour tout l'écosystème. Pour un site de coupons, c'est une perte de commission pour l'éditeur, c'est une perte de commission pour la plateforme d'affiliation. Quand on parle de cashback, c'est encore plus complexe puisqu'on parle de perte de revenus pour l'internaute qui parfois va pas retrouver sa commission. Donc c'est vrai que sur le tracking, il y a un vrai enjeu collectif pour plateformes, éditeurs, qu'on arrive à trouver des solutions technologiques pour faire évoluer ça et qu'on arrive à pouvoir reverser correctement les cagnottes des internautes qui font du cashback. Je me rappelle à l'époque, il y avait un regroupement, comment il s'appelait Il y a eu le CPA, CPA donc collectif de la performance et de l'affiliation, donc qui est un syndicat interprofessionnel, on pourrait dire, qui regroupe effectivement beaucoup d'acteurs qui font du marketing à la performance, avec différents collèges. Il y a notamment un collège dédié à ce qu'on appelle avantage consommateur, donc cashback, code promo aujourd'hui. Et effectivement, c'est un vrai lieu d'expression et d'échange entre les différents acteurs. Il y a des représentants plateformes, des représentants éditeurs, des représentants de plein d'univers différents. Et ça permet de faire avancer des sujets, et notamment un sujet qui nous concerne, nous, en premier lieu, sur le couponing. Et ça, c'était aussi une tendance, pour répondre à ta question tout à l'heure, sur 2018, la montée aussi en qualité des sites de couponing. Et on a, en ce moment même, avec le CEPA, une charte des sites de couponing qu'on est en train de finaliser, qui va sortir en S1 2019. Donc vraiment pour s'imposer tout acteur du couponing qui veut faire du coupon et délivrer des coupons à des internautes, quelles sont les bonnes pratiques à respecter, et on va s'imposer ça, nous tous les gros acteurs du marché, pour continuer de monter en qualité et répondre aussi à cette exigence de nos clients e-commerçants qui eux aussi ont une exigence de qualité dans la diffusion des codes, dans les règles de diffusion, dans la qualité du contenu créé, la qualité des mises en avant proposées. Donc ça, c'est vraiment, je pense, c'est une étape importante. Cette charte, elle existait déjà dans un écosystème comme l'emailing par exemple, et ça a vraiment assaini le marché, ça a permis d'avoir des pratiques vraiment de meilleure qualité. Donc j'espère que ça va vraiment jouer aussi dans cet écosystème du couponing. Le code promo a pas mal évolué sur les dernières années. Tu me le disais tout à l'heure en off, qu'il y avait de plus en plus d'acteurs. Et en plus, les plateformes de code promo, en termes d'expérience utilisateur, elles sont de plus en plus clean, comme tu le disais. Il y a cet aspect plus propre de la donnée, mais aussi en termes d'interface. Alors nous, si tu parlais des grands projets 2018, si je regarde un peu dans le rétroviseur, un de nos grands sujets sur radin.com, ça a été l'expérience utilisateur. On a une équipe, product owner, product manager, UX designer, UX rechercheur, qui passent leur journée à comprendre ce que font les internautes, ce qu'ils ont en tête quand ils viennent sur nos sites, comment on peut maximiser la transformation pour qu'ils trouvent le bon code promo rapidement, efficacement, et qu'un code promo qui fonctionne, des équipes de testeurs aussi c'est vrai qu'on traite des volumétries de code promo qui sont quand même assez importantes. Sur Radin, on doit avoir passé plus de 100 000 codes promo par an. Donc comment on arrive à tester ça de manière le plus efficace possible? Si on devait les tester humainement, il nous faudrait un nombre incroyable de personnes. Surtout que Radin, c'est encore plus important parce que comme tu le disais, tu as une logique où tu as beaucoup de trafic sur des pages de contenu. Tout à fait. Donc c'est pas seulement un site de code promo, c'est aussi un site de conseil. Et donc tu dois vraiment comprendre le parcours utilisateur que vous devez optimiser pour la conversion. C'est vrai que ça a été toujours la grande réussite et la force originelle de Radin, c'est qu'on n'est pas qu'un site de couponing. Aujourd'hui, il y a une belle vitrine couponing qui permet vraiment d'envoyer un trafic de qualité chez beaucoup de e-commerçants, mais on a derrière ça une énorme partie actualité, magazine, pour aider l'internaute dans ses actes d'achat du quotidien.
pour choisir sa banque, pour optimiser ses courses en magasin, pour tout événement qui peut toucher le portefeuille, on sait accompagner l'internaute, et ça veut dire qu'effectivement on a un contenu extrêmement fort. Si je te donne un peu une comparaison, aujourd'hui, tous les mois en moyenne, on a 5 millions de personnes qui viennent sur radin.com. On en a entre 1 million et 2 millions qui viennent faire partie code promo, 2 millions dans les périodes fortes, Black Friday, gros carton 2018, les soldes en ce moment encore, et 1 million en période un peu plus creuse. Mais voilà, tout le reste, c'est des personnes qui viennent chercher du contenu, qui viennent chercher de l'information, et c'est vrai qu'on les accompagne tout au long de leur acte d'achat, que ce soit en ligne et pour plein d'autres problématiques de la vie courante. Donc ça, c'est vraiment la force historique et qui fait la renommée aussi de Radin aujourd'hui. On en parlait, donc cette logique de code promo média, ça c'est une tendance qu'on observe avec des marques blanches, tout à fait. Ce type de choses. Ça c'est une question plus personnelle, on va dire, sur l'aspect B2B. Est-ce qu'on voit une évolution du code promo B2B Il y a des tendances, on va dire. Il y a des tendances, c'est-à-dire que historiquement, on va dire, il y a 4-5 ans, les e-commerçants avaient plutôt tendance à nous donner des codes promo qu'on appelait génériques, c'est-à-dire 5% de remise sur tout le catalogue. Maintenant, on est passé, on va dire schématiquement, il y a 2-3 ans sur des choses plus ciblées. Je fais des remises pour les nouveaux clients, je fais par exemple 10% pour les nouveaux clients, 5% pour les anciens clients, où je fais des remises à partir d'un certain montant d'achat qui est supérieur à mon panier moyen. Donc si j'ai un panier moyen à 58 €, je vais faire une remise à partir de 65 € d'achat de 5 € en me disant que ça me fera un panier à 60 €, j'aurais gagné au moins 2 € sur mon panier d'achat. Donc tout ce type de logique. Donc ça, on va dire que c'était la phase 2. Et là, depuis un an, je pense qu'on rentre dans la phase 3, et c'est une phase qu'on encourage nous, puisque je pense que tu as vu passer, on a lancé il y a un an Smart Coupon, et c'est notre conviction profonde, et c'est pas une conviction qu'on s'est faite nous, site de couponing, on s'est fait cette conviction parce qu'on est au contact de nos clients tous les jours, et qu'on les entend parler de data, qu'on les entend parler de ciblage, qu'on les entend parler de personnalisation, et on sait que la troisième étape qui est en train d'arriver du couponing, c'est ce vraiment coupon personnalisé, y compris sur le site de couponing, pas que sur le site du marchand, et qui soit personnalisé en fonction du parcours d'achat que l'internaute a eu avant sur le site e-commerce. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est capable de proposer avec Radin et Smart Coupon ? C'est-à-dire qu'un internaute qui est en train de se balader sur un site e-commerce qui fait un panier de 58 €, quand il arrive sur Radin, il va avoir un coût de promo à partir de 65 €. Super, c'est ce qu'on faisait avant, vous allez me dire. Maintenant, s'il rajoutait 2 articles dans son panier et qu'il passait à 65 € de panier, il va arriver sur Radin et il va avoir un code promo à partir de 75 €. C'est-à-dire qu'en temps réel, on va être capable de diffuser un code promo qui matche entièrement le comportement d'achat. Et plus un seul code promo générique à partir de X € d'achat. Le X € d'achat sera entièrement personnalisé en fonction du panier que l'internaute aura fait, pour essayer d'aller chercher de l'upsell. Donc ça, je pense que c'est vraiment la troisième étape. Plus de ciblage et plus de personnalisation, avec effectivement les enjeux, on en parlait tout à l'heure, de GDPR, dire comment on est aussi extrêmement transparent avec l'internaute sur les données qu'on collecte et pourquoi on va les exploiter pour proposer des codes promo plus personnalisés. Parce que souvent, ce qu'on observe aussi chez nos clients, c'est soit ils passent à l'étape 3, c'est-à-dire je fais du code promo personnalisé, soit j'arrête de faire du code promo. Et donc on voit que les marketeurs qui sont un coup d'avance sur la data, ils passent rapidement à l'étape 3 parce qu'ils ont bien compris tout l'intérêt d'aller chercher ce code promo personnalisé. Et cet intérêt, il est légitime parce que le comportement de chercher un code promo, en fait, c'est un comportement qui est massif. Et ça, on ne peut pas l'arrêter en fait. Ce comportement massif, tu as en moyenne 60 à 70% des internautes qui vont faire une recherche de code promo quand ils font un achat en ligne. Donc c'est comme si tu me dis, moi il y a des gens qui utilisent le mobile, mais bon, je vais rien faire sur le mobile parce que ça m'intéresse pas. La bonne réponse, c'est ça. Il y a un usage massif du code promo, de recherche de code promo. Comment moi, en tant qu'e-commerçant, j'en profite ? Si je fais un peu une métaphore animalière, j'ai envie de dire, tu vois, tu as 3 types de profils de e-commerçant. Tu as un peu l'autruche. Donc c'est ce que je disais, c'est celui qui va mettre la tête dans le sable et qui va dire, ok, il y a des gens qui cherchent du code promo, mais j'ai pas envie de regarder ça, je m'en préoccupe pas. T'as le deuxième qui va être un peu on va dire le mouton, c'est-à-dire qui se dit tiens, ok, tout le monde fait du code promo, il faut sur une plateforme, je vais en faire. Et puis je vais laisser la plateforme gérer, je vais pas trop m'intéresser à ça. Et puis t'as le dernier, ceux qui nous intéressent nous, parce que c'est ceux qui ont vraiment compris et c'est ceux avec qui on échange le plus, c'est vraiment les renards, quoi, ceux qui sont rusés, qui ont vraiment compris le truc. Ils l'intègrent dans leur stratégie. Dans leur stratégie, qui se disent il y a un usage, ok.
bon, il y a un usage, qu'est-ce que j'en fais? Je vais en faire de sorte que cet usage, ça soit, je l'utilise pour m'aider dans ma stratégie marketing, d'upsell, de cross-sell, d'acquisition de nouveaux clients. Et pour ça, j'ai besoin d'une solution techno qui me permette d'aller chercher ça, de faire du ciblage en temps réel, de la personnalisation. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on rencontre quand même là en ce moment beaucoup d'appétence sur notre plateforme Smart Coupon depuis un an et demi. C'est surtout que voilà, le code promo, il n'est pas bon ou mauvais, c'est l'utilisation qu'on en fait. Complètement. Donc du coup, vous aujourd'hui, votre valeur ajoutée, c'est aussi d'accompagner, j'imagine, les marques à dire, voilà, je pense que c'est pertinent de faire ça pour augmenter le panier d'achat ou pour telle période. Complètement. Vous avez donc du coup un service, un conseil vraiment qui fait... Nous, on accueille le besoin du e-commerçant. Donc s'il nous dit, je vais faire du code promo générique, ok, on va faire du code promo générique, mais on est surtout là pour le faire monter en maturité, l'accompagner, en dire voilà, ok, ça fonctionne le code promo générique, voilà ce qu'on peut te proposer en plus, voilà ce qu'on peut te proposer en plus, et chacun a son rythme, c'est-à-dire qu'effectivement vous êtes un top 5 e-commerce français, vous avez des équipes, vous avez des moyens pour être fin dans votre pilotage code promo. Vous êtes un plus petit site e-commerçant qui vient de se lancer ou qui a 2-3 ans d'existence, vous êtes 3-4 à faire tourner le site, vous n'avez pas forcément les mêmes moyens et les mêmes temps à consacrer. Donc aussi on s'adapte à la maturité de chacun de nos clients. C'est aussi ça je pense notre relation assez forte qu'on a avec nos clients et qui est assez reconnue aussi, de nos équipes commerciales en particulier. Alors, autre tendance que j'y pense, c'est l'aspect influenceur, réseaux sociaux. On voit beaucoup de codes promo si on se balade sur Instagram ou autre. C'est quoi votre vision par rapport à ça, l'agencement, le suivi? Est-ce que ça fait partie de vos offres et puis de vos suggestions? Comment vous voyez Alors, nous, c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'adresse pas encore. D'accord. C'est un sujet qu'on regarde vraiment avec appétence. Il se passe beaucoup de choses. C'est vrai que Insta, c'est vraiment pour ça une plateforme qui vraiment émerge sur la diffusion de codes promo. Nous, ce qu'on est en train de regarder, c'est justement comment on peut peut-être apporter cette valeur de mesure, de mesure du ROI, de diffusion, donc plutôt sur des approches technologiques comme on a su le faire avec Smart Coupon, pour aider justement des annonceurs qui ont envie de faire du code promo au niveau des influenceurs, pour les aider à mieux mesurer les retours, à sélectionner bons influenceurs. Donc c'est plutôt ce type de problématique qu'on pourrait être amené à regarder, mais aujourd'hui on n'a pas d'offre concrètement, mais effectivement c'est une vraie tendance. Alors c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de hype autour d'Instagram, donc faut aussi, quand on regarde le volume de code, nous il y a pas mal d'outils qui font du tracking, qui font de l'analyse de contenu sur les réseaux sociaux. En fait le volume de code diffusé sur les réseaux sociaux est en fait extrêmement faible comparativement à ce que peut diffuser un site de couponing aujourd'hui, mais n'empêche, c'est une vraie tendance qui, à mon avis, va continuer de se développer. Donc, c'est quelque chose qu'on regarde évidemment. On attend le tracking, en fait. C'est ça qu'on a besoin. On mesure la performance de ces réseaux sociaux, des fois. Complètement. Ok, je pense qu'on a une bonne vision sur cet exercice 2018, sur votre évolution ou autre. Est-ce que pour cette année 2019, il y a des problématiques, des enjeux que vous percevez ou des défis que vous anticipez pour cette année? Alors, sur radin.com, un de nos gros défis de l'année, et qui est rare, qui n'est pas simple, c'est comment on arrive à, j'ai presque envie de dire réinventer, c'est peut-être un grand mot, mais au moins revoir l'expérience de consommation d'un code promo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde des sites de couponing, ils se ressemblent tous un peu. On fait à peu près tous la même chose, donc on est vraiment en train de réfléchir et de revenir aux fondamentaux pour se dire comment on peut améliorer cette expérience globalement, la rendre un peu différente. Toujours aussi rapide, toujours aussi efficace, mais qu'est-ce qu'on peut apporter? La gamification peut-être? De la gamification, des choses peut-être plus automatiques, et puis aussi des choses qui peuvent aussi rassurer, parce que c'est vrai que là tous autour on est des utilisateurs avertis de ce type de levier code promo, mais en fait quand on parle avec des internautes, des internautes qui font des achats en ligne, il y en a quand même une grande partie qui encore a du mal à croire qu'en rajoutant un petit code dans son panier, ils obtiennent une réduction de 5-10 € à la fin de l'achat. Ça peut paraître étonnant, mais en fait, il y a encore toute une part de la population qui n'est pas encore consommatrice de code promo. Donc, on aimerait aussi s'adresser à des utilisateurs moins avertis, comment les accompagner, les rassurer. Donc ça, c'est un vrai sujet, surtout qu'on a une marque très forte, radin.com, et qu'on est extrêmement légitime pour accompagner les gens dans leur expérience d'achat en ligne. Donc, c'est vraiment un sujet qu'on veut travailler.
Comment concrètement ça va se caractériser ? Je vous en dis pas plus, on va revenir sur Radin en cours d'année. Il y a pas mal de chantiers là-dessus. Là, c'est vraiment un de nos premiers chantiers. Un des deuxièmes chantiers qu'on a, c'est de continuer d'accélérer sur Smart Coupon. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Voilà, on a des marchands qui sont de plus en plus matures. Smart Coupon, c'est vraiment une réponse qui est pour ces marchands-là. Comment on continue de les accompagner ? Comment on fait évoluer le produit ? Comment on peut être présent sur d'autres canaux aussi ? Comment on travaille bien avec les plateformes d'affiliation et avec Smart Coupon ensemble ? Ça, c'est aussi un de nos chantiers pour 2019. Et sûrement de nouvelles fonctionnalités, pareil. Je vous les garde sous le coude, mais il y en aura qui vont arriver en 2019. Et puis, si j'élargis un peu le spectre pour reparler par exemple du cashback et d'Igral, Igral a rejoint à 100% le groupe là au 1er janvier. Donc c'est le leader du cashback sur le marché français, presque 500 000 membres actifs, donc c'est vraiment massif. Aujourd'hui très présent sur l'achat en ligne. Un des enjeux d'Igral et une des innovations, c'est de se dire comment on peut accompagner nos membres dans tous leurs achats, au-delà des achats en ligne, donc, c'est-à-dire les achats au supermarché, c'est-à-dire les achats shopping dans les boutiques physiques. Donc ça, le cashback offline, c'est un vrai chantier, une vraie réflexion. On peut vraiment apporter des choses intéressantes là-dessus et faire d'Igral la vraie cagnotte sur laquelle on peut agréger toutes les remises qu'on peut avoir quand on fait des achats sur Internet, en magasin, en supermarché. Donc ça, c'est vraiment un sujet et qui va se concrétiser en 2019 avec des premières innovations. Donc là, j'ai vraiment hâte de le voir parce que je suis moi-même un vrai utilisateur d'Igral au quotidien et de Radin quand je cherche du code promo. Donc même en tant qu'utilisateur, j'ai vraiment envie de pouvoir avoir une cagnotte dans mon téléphone pour les achats en magasin. L'omnicanal, du coup, ça va être un sujet clé. C'est vraiment intéressant de voir que un comportement en ligne, après, va pouvoir être reproduit en physique, de se dire, je rentre un code promo dans ma boutique ou dans ma boulangerie ou je ne sais où. Il y avait des initiatives, il me semble, à certains sujets, mais c'est sûr qu'il reste encore beaucoup de champs à parcourir et à unifier les usages. Je pense que c'est vraiment la problématique, c'est-à-dire on a des comportements en ligne et on a des comportements physiques et les deux comportements sont en train de s'unifier à pas mal de logique. Il y a un vrai défi là-dessous en fait qu'on ne voit pas forcément en tant que consommateur. C'est un défi organisationnel chez les retailers et les e-commerçants. C'est que encore trop souvent le canal offline et le canal online sont séparés et voire s'affrontent en fait. S'affrontent pour beaucoup de choses, c'est-à-dire que le code promo que j'ai mis en ligne, il sera pas valable en magasin et quand quelqu'un vient me voir en magasin, un client, il me dit tiens, vous faites 5 € de remise en ligne, je peux l'avoir en magasin, non, c'est pas possible. Il y a des enjeux de périmètre, des enjeux de chiffre d'affaires, etc. Sur les dernières années, on sent qu'il y a eu des évolutions d'organisation, essayer de créer plus de transversalité, notamment chez les gros retailers, etc. Mais on n'est pas au bout du sujet sur l'omnicanalité, etc. Et je pense qu'avant tout, c'est quand même un vrai sujet d'organisation, de périmètre, d'affrontement interne dans ces grosses boîtes. Et que si l'impulsion ne vient pas des directions générales, pour vraiment que le on et le off, ça soit que finalement qu'un seul canal avec au point de voûte le client qui lui il a envie d'aller acheter en magasin, ramener en magasin, acheter en ligne, ramener en ligne, il a un peu rien à faire des canaux, ça ne le concerne pas. À partir du moment où on arrive vraiment à repenser l'organisation centrée autour de ce client, là on a des boîtes qui vraiment explose, vraiment se développe beaucoup plus vite. Moi j'ai un cas en tête, c'est par exemple Boulanger. C'est vraiment une enseigne qui a vraiment fait sa mue interne. Alors je pense que c'est pas encore complètement terminé, mais vraiment qui s'est vraiment beaucoup intéressé, vraiment repensé son organisation autour du client. Et c'est avec des gens avec qui on travaille le mieux sur tous ces enjeux de promotion, etc. Donc c'est pas impossible. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas impossible. Ça prend du temps, c'est pas simple et ça demande vraiment de changer les modes de fonctionnement de ces grosses boîtes. Les mentalités, ce qu'on voit généralement, c'est quand il y a une transition vers le e-commerce, donc il y a un peu cette guerre interne, comme tu le disais distinctement, où le commercial il sent concurrent du site e-commerce. C'est ça, complètement. Et parfois l'équipe marketing va mettre une réduction sur le site, mais le commercial va se dire mais en fait il me bouffe du chiffre d'affaires. Donc c'est même cette communication qu'on entend de temps en temps chez des retailers qui disent mon site e-commerce c'est ma première boutique. Et donc quand un dirigeant dit ça, il est en train de dire mon site e-commerce il est en concurrence avec ma boutique numéro 2, ma boutique numéro 3, en voulant faire un effet d'annonce qui est positif. Finalement il met en concurrence les cadeaux, il met en concurrence le on et le off, et c'est souvent contre-productif. Donc c'est vraiment un changement de mentalité encore qui va prendre du temps, je pense. D'unifier le parcours d'achat. En fait la logique c'est de se dire j'ai un client qui va venir dans le magasin, complètement. Il fait un pas, après il va aller sur le site, peut-être il va pas acheter, peut-être il va revenir au magasin ou il va payer sur mobile,
mais en fait c'est un parcours d'achat, c'est plusieurs points qui sont cohérents. Et moi il y a souvent une phrase aujourd'hui qu'on utilise, c'est de dire le bon message au bon moment. Et je suis pas totalement d'accord avec ça. Je pense que c'est les bons messages à plusieurs moments, et du coup, tout au long de la vie, de l'expérience. C'est un écosystème qui doit être mis en place, et dès lors que le commercial va faire la promotion du site e-commerce, là ça veut dire que ils sont dans la bonne voie, et que généralement, comme tu le disais, toute l'équipe et les ressources vont être alignées, et du coup on va avoir une cohésion, et on va pouvoir avoir le commercial qui va expliquer le site e-commerce, ou qui va pouvoir expliquer le fonctionnement du SAV. Et se dire que même le site finalement lui offre un inventaire plus large, parce qu'il ne peut pas avoir tous les produits dans son point de vente physique, que la vente qu'il va faire et que le client va faire en ligne, finalement elle est peut-être reversée sur son chiffre d'affaires qu'il est en train de générer, et donc il est primé aussi si le client achète en ligne ou en magasin, peu importe le canal, que si le client vient en se disant tiens, j'ai acheté en ligne mais ça me plaît pas, je voudrais le rapporter, le magasin le reprend et se dit pas de souci, c'est notre logistique interne, on se débrouille, mais centré client, quoi. Et c'est vrai que c'est pas simple, parce que toutes les organisations retail d'aujourd'hui, de ces gros mastodontes, ont été pensées à une époque où le digital n'existait pas, et donc faire changer ces organisations, faire changer les systèmes logistiques, etc., c'est extrêmement compliqué. Il y a eu un très bon exemple récemment, c'est effectivement Fnac Darty, qui a mis, je crois que c'était un projet de 3 ans pour être en capacité de proposer la livraison en 24 heures avec installation quand un internaute commandait en ligne une télé ou un réfrigérateur. Mais c'était des investissements colossaux en logistique, en entrepôt, en flotte de livraison pour arriver à faire ça. Donc effectivement, pour arriver à cette expérience extrêmement fluide d'un point de vue consommateur, pour les e-commerçants, c'est des investissements souvent extrêmement coûteux, qui prennent du temps, et c'est vrai qu'on sait très bien que aussi quand on est retailer ou pure player e-commerce, nos marges et notre rentabilité, elle n'est pas énorme. Donc c'est vrai que ces investissements sont compliqués à faire parfois pour certains retailers et certains de nos clients aujourd'hui. On a parlé de cette tendance omnicanal. Il y a un autre domaine que j'aimerais qu'on explore, que tu nous donnes un petit peu ton ressenti, c'est sur l'aspect mobile du code promo. Est-ce que les gens utilisent du code promo sur mobile, ou c'est quoi la répartition? Complètement. Alors aujourd'hui, pour te donner un exemple sur radar.com, on a 50% de nos utilisateurs qui viennent sur mobile, 50% qui viennent sur desktop. D'accord. Donc c'est un peu en dessous, on va dire, d'un site média. La partie média de Radin, par exemple, c'est autre comparaison, c'est plutôt 60-40, 60% sur mobile, 40% sur desktop. Donc c'est-à-dire qu'on a quand même encore pas mal d'achats qui se font sur desktop, mais cette part du mobile, elle a évidemment fait qu'augmenter d'année en année. On voit aussi se développer, nous, c'est aussi les achats dans les apps, évidemment, des gros e-commerçants. Ce qui est un écosystème un peu complexe, parce que pour le coup, nous, on ne délivre pas de code promo pour les apps. Donc là, c'est un vrai sujet qu'on a avec nos clients qui ont des grosses apps. C'est-à-dire que l'internaute va venir chercher un code promo, donc on va faire le même travail, le même effort de mise en avant, de promotion pour la marque. L'internaute va venir récupérer son code promo et va finaliser son achat dans l'app du partenaire. Et nous, on ne dépose pas notre fameux sacro-saint cookie qui permet de traquer et de nous attribuer à vente. Donc ça, c'est vrai qu'on a un problème de tracking. Et ça rejoint un peu ce que je disais aussi sur les évolutions du GDPR ou de tout ce qui est nouveau tracking lié à Safari, etc. Le tracking, qui est quand même à la base du système d'affiliation, c'est un sujet technologiquement qui doit passer un gap, quoi. Il faut qu'on arrive à trouver des nouvelles méthodes de tracking respectueuses du GDPR, plus efficaces, qui soient multi-device, qui puissent être beaucoup plus fiables. Et donc ça, c'est vrai que c'est un enjeu technologique qui n'est pas simple, qu'on ne peut pas résoudre à notre échelle uniquement site de couponingradin.com. Je pense que c'est un vrai travail aussi du côté des plateformes d'affiliation, qui sont notre tiers de confiance dans ce marché, et qui sont elles aussi garantes de ces évolutions technologiques. Très bien, transition parfaite, plateforme d'affiliation. Est-ce que les choses vont bouger? Quels sont les chantiers? Voilà, on a parlé de ces logiques de données, est-ce que leur rôle est toujours essentiel? Tu parlais d'avoir un contact direct avec la marque, d'avoir une logique peut-être de contenu, de leur fournir des campagnes marketing. Voilà. Quelle est un peu leur place dans ce positionnement tripartite? Alors, place pas simple, et vraiment grosse évolution, moi je pense aussi sur les dernières années, et grosse évolution à venir. Les plateformes, historiquement, c'était vraiment ce tiers de confiance, de tracking, de facturation. On voit que l'écosystème a changé, ce qu'on se disait, mobile, évolution des navigateurs. Donc il y a un vrai chantier technologique à mener pour elles. D'accord. Et ça, ce chantier technologique, il peut être mené que si elles ont des moyens. Et donc pour moi, les mouvements qu'on voit en ce moment de concentration, donc de rachat entre plateformes, de plateformes à échelle européenne, voire mondiale, c'est
excessivement lié à ce besoin d'investissement technologique. Dire les derniers achats, voilà, on voit Ewin qui s'est créé, qui a racheté ensuite Affilinet, à ce mouvement de concentration qu'on voit sur le marché français, qui est aussi sur le marché européen. Pour moi, il va continuer. Dire qu'on va avoir un nombre de plateformes d'association qui va se réduire, mais qui va leur permettre d'avoir des moyens plus forts d'investir, notamment sur la technologie. Parce que leurs grands concurrents, effectivement, qui leur piquent des parts de marché, finalement, c'est Google, c'est Facebook, qui sont des écosystèmes technologiques publicitaires extrêmement performants. Et donc ces plateformes ont besoin d'investir en technologie. Donc pour moi ça c'est vraiment fondamental. Le deuxième fondamental qui fait que ces plateformes aussi, il y a ce mouvement de concentration, c'est aussi l'internationalisation des clients. C'est un bon exemple chez ECN, vous êtes présent déjà pas mal en Europe, mais vos clients aussi. On parle du e-commerce transborder, etc. C'est vrai qu'il y a pas mal d'e-commerçants qui, pour se développer, voient l'ouverture de nouveaux pays comme un vrai axe de développement. Et le fait qu'il y ait des clients qui soient maintenant multi-pays, européens, fait qu'ils ont besoin d'un interlocuteur aussi plateforme d'application qui soit à cette échelle. Et donc ce mouvement de concentration européen répond aussi à cette mouvement d'internationalisation des e-commerçants. Donc la pression technologique et l'internationalisation, c'est vraiment deux forces qui sont en train de faire bouger les plateformes. Et après, je pense que le troisième mouvement, c'est aussi un peu de se réinventer pour les plateformes sur les métiers qu'elles adressent. Historiquement, effectivement, de l'emailing, du coupon, du cashback, des sites affinitaires. Elles ont vu effectivement l'explosion des réseaux sociaux comme un nouveau gisier, un gisement de croissance pour elles, des choses sur lesquelles elles pouvaient jouer leur rôle d'intermédiaire entre un parc d'éditeurs extrêmement large, donc des influenceurs extrêmement larges, et des annonceurs qui ont besoin de communiquer avec ces éditeurs ou influenceurs. Donc là, je pense qu'elles ont toutes proposé des offres, des plateformes sur ce sujet-là, et je pense qu'effectivement, ça c'est aussi une ouverture qui va être intéressante pour elles, parce qu'il y a un gisement de croissance intéressant dans les années à venir. Et si je reparle vraiment purement sur notre métier cashback code promo, ça reste des interlocuteurs extrêmement importants pour nous. Elles continuent de jouer ce rôle de tiers de confiance, elles continuent de se jouer ce rôle tripartite dans les négociations aussi avec nos clients. Donc on ne va pas se passer demain des plateformes d'affiliation. Ça paraît extrêmement compliqué. Très bien. Tu as parlé de l'international. Voilà, par rapport aux différents marchés qu'on a en Europe, j'imagine qu'il y a des comportements différents, que ce soit par rapport au cashback, par rapport au code promo. C'est quoi votre positionnement, vous, par rapport à l'international ? Est-ce qu'il y a des chantiers spécifiques sur l'international ? Effectivement, les comportements d'un pays à l'autre sont assez différents. C'est vrai que les pays plutôt anglo-saxons ont une appétence très forte, par exemple sur le couponing, naturellement, sur les leviers cashback, donc États-Unis, Royaume-Uni, et même des marchés comme plus lointains, mais l'Australie, la Nouvelle-Zélande, tous ces marchés anglo-saxons, même l'Inde a des comportements assez proches. L'Asie du Sud-Est, étonnamment, aussi des comportements assez proches des marchés anglo-saxons, donc une appétence naturelle pour ces leviers. Sur les marchés latins, donc on va dire français, espagnol, italien, c'est moins naturel en fait, le code promo et le cashback également. Donc c'est pas le même usage, c'est un peu plus, c'est moins dans l'usage quotidien. Donc c'est un usage qu'il faut un peu évangéliser, il faut plutôt expliquer. Donc c'est vrai que ça donne aussi le positionnement qu'on peut avoir sur ces différents marchés. Et pour nous, en tant que groupe M6, on a déjà une présence donc en Allemagne avec une plateforme cashback sous la marque Igral. Et effectivement, le développement international, ça fait partie de nos leviers de croissance dans les années qui viennent. Déjà renforcer notre présence en Allemagne et puis ouvrir de nouveaux marchés en Europe, voire au-delà de l'Europe. Il y a des marchés effectivement qui sont en ébullition sur l'e-commerce, qui peuvent nous intéresser aussi à moyen terme. Donc on est vraiment en train de regarder tout ça. Effectivement, on ne s'aventure pas dans des nouveaux marchés sans beaucoup de travail en amont. Donc c'est un peu aussi un de nos enjeux 2019, c'est de préparer cette internationalisation qui doit porter notre développement dans les années à venir. Super intéressant sur pas mal de points. On a parlé des plateformes d'affiliation, de l'évolution. Je pense aussi qu'aujourd'hui il y a des structures qui essayent davantage d'internaliser. Je pense à un écosystème du type Rakuten qui va avoir différents services, une plateforme de cashback. C'est quoi ta vision sur des services comme ça ? Est-ce que c'est quelque chose où tu te poses une question, ou peut-être que demain Amazon sera plus dans cette logique-là de créer aussi un écosystème ? C'est quoi ta vision là-dessus ? Je pense que le cashback a toujours été complémentaire de visions très intégrées en fait. Quand tu es un gros acteur comme Rakuten, mondial, présent dans une multitude de pays avec des moyens financiers assez importants pour acheter notamment un leader mondial comme eBay et mettre beaucoup d'argent sur la table, tu as complètement la capacité
de créer ton système, ton propre système de fidélisation, au-delà même de ton écosystème pur site Marketplace Rakuten, et d'en avoir ton système un peu comme tu peux avoir une carte de paiement à l'American Express ou des miles, etc. Tu peux créer ton écosystème. Le cashback va plutôt répondre à des problématiques d'acteurs qui n'ont pas les moyens aussi de mener des programmes de fidélisation aussi large échelle, qui ne vont pas réussir à fédérer autour d'eux d'autres programmes, parce que la force de Rakuten, ça va être justement d'agréger autour de la marque Rakuten d'autres acteurs qui vont enrichir son propre programme de fidélité et de rendre Rakuten finalement une destination qui soit beaucoup plus fidélisante que si on allait sur chacune des enseignes indépendamment les unes des autres. Quand tu viens sur Igral et que tu ouvres un programme de cashback, en fait tu vas aller séduire des internautes qui te connaissent déjà, et donc tu vas les fidéliser avec un modèle à la performance. Donc c'est un programme de fidélisation que tu externalises quelque part en partie, qui ne te coûte pas très cher parce que c'est 100% à la performance, que si tu avais monté le système de feed en interne, c'est énormément de coûts de gestion. Donc ça c'est un premier avantage. Et puis tu bénéficies de tout l'écosystème autour, c'est-à-dire qu'effectivement tu as plein d'autres sites qui sont non concurrents au tien, qui vont aussi offrir du cashback à ton utilisateur, et donc rendre ton utilisateur finalement accro à ce système et se dire je vends des chaussettes, quand je veux acheter des chaussettes, moi je sais que je peux aller sur ce site, c'est mon site habituel, mais je sais que j'aurai de la fidélité sur plein d'autres enseignes, et donc ça renforce mon réachat chez mon e-commerce de chaussettes habituel, quoi. Et effectivement, donc c'est vrai que pour des e-commerçants middle et long tail, le système de cashback est super bénéfique. Tout le monde ne pourra pas faire un système à la Rakuten, évidemment. Mais effectivement, dans une perspective moyen terme, ça peut être un concurrent qu'on peut regarder de près, Rakuten, effectivement, vu les velléités affichées dernièrement. Tout à fait. Donc là, Igral, on l'a bien compris, c'est une carte de fidélité qui va être centralisée pour l'utilisateur. Donc c'est vraiment intéressant de ne pas avoir différents systèmes à gérer. Est-ce que sur votre plateforme, j'imagine que parfois vous avez des plateformes concurrentes, des marques concurrentes sur le site. Sur le comportement du consommateur, comment vous voyez? Vous avez une fidélisation, vous avez... Alors, tu vas avoir deux types d'utilisateurs. Tu vas avoir l'utilisateur qui est vraiment attaché à la marque, et peu importe finalement le taux de cashback, il aura envie d'aller vers cette marque. Donc il est habitué à acheter chez le site X, il est très content que le site X lui offre du cashback, ça le rassure sur la marque, ça l'engage encore plus la marque, et ça envoie un signal super positif de la marque. T'es chez Igral, t'es inscrit, on t'envoie du cashback, donc ça t'accompagne et ça te renforce dans ton choix de cette marque. En plus, elle m'offre du cashback. Ça te récompense. Ça te récompense. Je pense que ça te fait une attention, en fait, tu te dis. Et ça te donne vraiment, tu vois, ça te renvoie une image ultra positive de la marque. Tu dis, en plus, elle me donne du cashback, je continue d'aller chez elle. Donc ça, c'est le comportement d'une certaine partie des internautes. Et l'autre partie des internautes, tu vas avoir des internautes plus chasseurs de bons plans, plus optimisateurs, qui aiment bien prendre du temps à comparer, rechercher. C'est ceux qui vont passer du temps sur des moteurs de comparaison de prix, un peu plus rationnels, qui eux vont se dire, tiens, je dois acheter ce produit-là. Je regarde pas les marques, je vais regarder celui qui me donne le plus de cashback. Où est-ce que je vais avoir la meilleure remise? Et donc là, tu vas avoir un jeu concurrentiel entre des acteurs sur le taux de cashback pour aller chercher cette population-là qui va vraiment vouloir aller chercher la meilleure remise. Et on le voit sur certains secteurs, par exemple je pense au travel, on a des acteurs très implantés par exemple dans la recherche d'hôtels, qui proposent, on va dire, quelque chose d'assez indifférencié. Tu vas trouver les mêmes hôtels chez les concurrents, mais celui qui a le meilleur taux de cashback, chez nous c'est celui qui aura la plus grosse part de marché chez Igral. C'est-à-dire que le taux de cashback va vraiment influencer le comportement d'une certaine frange d'inscrits d'Igral. Donc ça c'est hyper intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement ton taux de cashback peut vraiment te faire gagner des parts de marché versus un concurrent. Ça, ça dépend vraiment du comportement de l'internaute à la base. Et sur ce levier, donc c'est intéressant, ça pousse à la fidélisation, ça pousse à la conversion, ça génère des ventes aussi dans des périodes de moments creux, c'est-à-dire que tu peux vraiment animer ton taux de cashback, tes remises, tes mises en avant tout au long de l'année pour générer aussi des ventes dans un moment plus creux. Tu as un moment d'activité qui n'est pas saisonnier, là tu veux vraiment essayer d'atteindre tes objectifs, tes KPI du mois, en jouant sur ton animation cashback, tu vas aussi pouvoir, par les mises en avant qu'on va faire, qu'on va pousser, aller chercher des achats que tu n'aurais pas eu dans cette période creuse. Donc ça a vraiment plusieurs vertus. Après, chaque marque doit avoir en tête quelle stratégie elle veut aller chercher, bien, et comme toujours, peu importe le levier que tu utilises, bien savoir c'est quoi ta stratégie marketing avant tout, qu'est-ce que tu veux atteindre, et ensuite activer correctement le levier cashback en fonction de ce que tu cherches.
pareil pour le levier code promo et pareil pour tous les autres leviers d'acquisition que tu peux avoir quand tu es responsable marketing, directeur marketing, responsable d'affiliation ou autre. Mais je pense que c'est essentiel d'en avoir conscience parce que je pense qu'il y a beaucoup d'e-commerçants qui ont créé l'activité ou autre et qui n'ont pas forcément les bons réflexes, qui ont fait, comme tu as dit, du code promo parce que leurs concurrents font, donc c'est de se positionner là-dessus, mais sans réfléchir sur la stratégie et puis parfois d'être dans ce mouvement de suivi, de ne pas distinguer aussi les avantages et la stratégie selon du cashback et du code promo. Je pense que c'est vraiment différent. On l'a évoqué sur cette logique de contenu aussi, c'est de se dire c'est pas seulement une stratégie de code promo isolé ou de cashback, mais c'est aussi de l'incorporer dans une stratégie beaucoup plus globale. Est-ce que tu as des exemples peut-être de campagnes qui ont bien marché par rapport à ça, que ce soit des activations à travers du contenu, à travers des influenceurs, à travers des partenaires? Nous par exemple, c'est vrai qu'on a des offres aujourd'hui qui sont sur des multi-leviers justement pour aller chercher l'internaute à chacune des étapes de son parcours d'achat. Donc, c'est-à-dire qu'on peut commencer par une activation très en amont, l'acte d'achat. On a un nombre important de newsletters qu'on envoie à notre communauté d'abonnés. Et donc on a des newsletters très spécifiques autour de la mode, des newsletters autour de la banque ou de l'assurance, des courses supermarchés. On a vraiment un écosystème de contenu extrêmement vaste. D'accord. C'est à force de Radin.com, on peut s'adresser et à aborder tous les sujets qui touchent au porte-monnaie. Donc ça donne un éventail assez large quand on est dans une société de consommation. Voilà. Donc on peut aller commencer à apporter de la visibilité à une marque tout début de la réflexion de l'acte d'achat. Donc si on a parce que vous avez une communauté, vous avez fait d'abonnés, du contenu, on a des abonnés, une communauté. C'est pas comme une plateforme de code promo traditionnelle où tu vas générer du trafic et peut-être pas avoir. Et ils vont avoir des abonnés, principalement des abonnés qui cherchent du code promo. Nous on a aussi des abonnés qui sont là pour chercher de l'information, être informés. Donc on peut être vraiment très en amont de l'acte d'achat. Donc typiquement une nouvelle marque qui se lance peut commencer avec nous pour se faire connaître, développer son image, générer du trafic de curiosité dans un premier temps, et puis on peut aller jusqu'au bout du parcours d'achat, c'est-à-dire une fois que l'internaute a découvert cette marque, a envie d'acheter, et il peut trouver le code promo qui va lui donner vraiment l'incentive pour finaliser son premier achat, et aussi avoir cette caution de marque de Radin, c'est-à-dire que si une marque est référencée chez nous, ça donne aussi une certaine caution, c'est-à-dire que c'est pas n'importe quelle marque qui est référencée, on ne référence pas les 135 000 sites pro e-commerce maintenant qu'il y a en France, je sais pas combien c'est la stat exacte. 200 000 maintenant, on a dû dépasser là. Voilà. Donc nous on a vraiment aussi un choix sur les sites qu'on référence, donc le fait que le site soit référencé sur Radin, c'est aussi une gage de qualité, ça peut rassurer l'internaute et ça peut aider dans la transformation finale du panier, d'un premier panier ou d'un réachat. Donc vraiment on peut accompagner une marque de A à Z, c'est aussi ça la force d'avoir et du contenu et un levier très fort en transformation qui est le code pro. Je trouve ça intéressant parce qu'on le voit sur certains marchés, par exemple en Chine, ils ont une perception de la fiche produit qui est totalement différente. En France, on a une photo avec une petite description et puis le prix et le titre. En Chine, c'est carrément un article de blog où ils racontent l'histoire, où ils ont des photos et après une vidéo, et puis l'acte d'achat est intégré un peu dans cette fiche de produit enrichie. Est-ce que c'est une logique qu'on va davantage constater sur le code promo, d'avoir des pages beaucoup plus enrichies et peut-être moins de code promo, ou peut-être que l'utilisateur recherche juste le code promo et c'est marrant, moi je suis pas expert de la Chine, effectivement je ne connaissais pas cette tendance-là. Après, si je prends un peu de recul sur cette notion de contenu, moi ce que je constate surtout, c'est qu'il y a une hybridation un peu forte entre maintenant les sites e-commerce et les sites médias, et les sites médias et les sites e-commerce. Bien sûr. Pour moi, ça c'est vraiment une tendance là depuis quelques années qui me fascine. C'est-à-dire que le graal des sites e-commerce, c'est de devenir des sites de contenu très riches, d'avoir des fiches marchands très enrichies. Et le graal des sites médias, c'est de faire de la vente, de devenir un site e-commerce pour diversifier les revenus. Et chacun voit dans l'autre modèle un modèle ultime de graal. Sachant que moi j'ai fait du média et du e-commerce, je connais que les deux modèles sont extrêmement compliqués. C'est très difficile de vivre de la publicité, c'est très difficile de vivre du e-commerce avec les faibles marges et les investissements notamment logistiques que ça demande. Donc en fait, moi je dirais faut faire attention dans cette hybridation. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, quoi. Mais effectivement, globalement sur cette notion de contenu, les médias veulent créer plus de contenu, les e-commerçants veulent créer plus de contenu, les marques veulent créer plus de contenu. On est dans une ère où il y a
vraiment une explosion du contenu sur les réseaux sociaux, sur plein de plateformes. Et la grande difficulté aujourd'hui, c'est vraiment la qualité du contenu. Alors on s'en remet souvent au dieu Google en espérant que ce qu'il nous présente dans les premiers résultats, c'est le meilleur contenu, mais on voit bien qu'il n'est pas infaillible. Et donc je pense qu'il y a, je vais prendre un peu plus de hauteur d'un coup, mais aussi un vrai travail d'éducation sur les nouvelles générations, sur comment on différencie une fake news d'une vraie information, comment on met en recul ce qu'on lit sur internet, ce qu'on peut lire un peu partout, parce que effectivement on est dans une société qui produit énormément de contenu. Je crois que j'avais lu une stat, mais que chaque année on produit 10 fois plus de contenu que l'année précédente. Donc c'est une course exponentielle à la création de contenu. Donc je pense que dans les années à venir, c'est une vraie compétence clé qu'il faut qu'on développe chacun, et sociétalement je parle, de prise de recul et d'esprit critique sur tous ces contenus, pour distinguer le bon grain de l'ivraie, j'ai envie de dire. Ça, je pense que c'est une vraie tendance pour les années à venir. Pas simple. C'est les startups qui s'attaquent à ça, je leur dis bonne chance. Là, c'est une tendance de fond. On voit beaucoup de boîtes aujourd'hui. Une entreprise qui est sur Internet se doit de devenir un média pour avoir de l'attention, pour avoir du trafic. Et parce qu'on a une concurrence qui est de plus en plus forte sur tous les sujets. Donc je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Et puis après, comme tu l'as dit, sur l'acte d'achat, c'est pas forcément le Graal, c'est quelque chose qui peut être intéressant parce qu'on va capter du trafic, mais après, à quelle étape de la conversion je pense qu'il faut percevoir le tunnel d'achat, mettre en perspective la typologie de contenu, les différentes actions marketing. Comme tu l'as dit sur Radin, tu as beaucoup de trafic. Après, est-ce que c'est du trafic qui convertit? Il y a une logique de conversion aussi par rapport à ça. Donc non, je pense que on a vu pas mal de tendances. Je sais pas si tu as d'autres tendances à nous rajouter. Moi j'ai une tendance que j'aime bien en ce moment, et quand je rencontre des directeurs marketing, je leur dis fais attention à ton poste. C'est l'automatisation du marketing digital. D'accord. Il y a une annonce il y a 1 an là, qui a fait grand bruit, c'était Zalando qui avait viré la moitié de ses équipes marketing parce qu'ils voulaient mettre que des data scientists et de l'intelligence artificielle. Donc c'était un peu un effet d'annonce, et pas tant que ça parce que les équipes ont vraiment été virées, donc c'est quand même dur. Mais je suis assez persuadé que le marketing digital, c'est autour maintenant de grands écosystèmes technologiques. Faire de l'AdWords, faire du Facebook Ads, il y a beaucoup de choses qui peuvent être automatisées, beaucoup de choses qui peuvent être pilotées. Faire du retargeting, c'est pareil. Donc je pense qu'on va dans une tendance vraiment moyen terme, dans une automatisation de beaucoup de leviers e-marketing, de pilotage. Et donc, effectivement, si j'étais directeur marketing, je ferais un peu attention à mon poste pour les 5 années qui viennent. Mais oui, je pense qu'il y a vraiment une tendance de fond là-dessus. Il y a pas mal de boîtes, start-up ou autres, qui investissent sur ces sujets-là. Évidemment, avec le buzzword d'intelligence artificielle, mais je pense que c'est pas qu'un buzzword. Je pense que fondamentalement, quand on va passer un peu la courbe de la hype, il y a des vrais usages derrière qui peuvent vraiment changer tout un pan de nos métiers marketing digital. Et donc, je serais assez vigilant pour les années à venir sur ce type de métier, parce que peut-être que demain la machine fera mieux le travail que nos petites mains sur nos claviers. Voilà. Très bien, Renaud, je te remercie pour cette interview. Je vous invite à découvrir l'ensemble de l'écosystème sur M6 Group. On peut retrouver peut-être sur radin.com et sur igral.com, très bien. smartcoupon.io. D'accord. On est dans le move du point .io avec le Smart Coupon. Et puis si des personnes veulent nous contacter, ils peuvent tout simplement contacter nos équipes commerciales, donc commerce@radin.com. Donc c'est la façon la plus simple de nous contacter pour échanger. Voilà. Super, merci à toi. Merci à toi. À très vite. Ciao. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. À très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur e-commerce Nation.